Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour la suite. Oui, encore une fois la suite de ce livre Réussir son référencement web. Et on va s'attaquer donc au 5e chapitre qui traite donc les critères in-page contenu textuel. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on va parler surtout du contenu d'une page et l'importance qu'a celui-ci. Donc la première remarque qui en sort, c'est que le contenu, il est capital. Donc le contenu texte, que ce soit une fiche produit ou d'une page, il est presque plus important quand même que la structure du HTML parce que vous pouvez bien faire une jolie structure HTML dans votre page. S'il n'y a pas le contenu, ça ne sert à rien. Bien sûr, ce qui est aussi important, c'est pas seulement de créer le contenu, mais aussi de le maintenir et de l'optimiser. Donc ça, c'est aussi un point très important à ne pas oublier. Des fois, on crée le contenu, puis on ne l'optimise pas, on le laisse tel quel. Ensuite, donc on nous parle de la zone éditoriale. Donc si vous regardez en fait sur ce graphique, vous voyez, il y a un header, un footer et le contenu éditorial, la zone éditoriale en rouge. Donc Google, ce qu'il va faire, il va se concentrer surtout sur cette partie rouge, donc qui est le contenu. Donc ça veut dire que le header, le footer et la partie navigation, il va les occulter. Donc du coup, c'est important que cette partie-là soit suffisamment travaillée pour qu'il la juge intéressante. Donc cette zone rouge que vous venez de voir ici, ce qui est important, c'est qu'elle fasse au moins 200 mots. Donc quand vous vous trouvez par exemple avec des boutiques PrestaShop qui font des rédactions de produits avec une description très courte, si ça ne fait pas au moins 200 mots, ça ne sert à rien. Et c'est un cas fréquent, on voit dans la description uniquement un petit texte, mais qui s'étend juste sur 3, 4, 5 lignes en fait. Et ça fait pas 200 mots l'ensemble, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent. On voit aussi beaucoup de personnes qui mettent juste le nom du produit dans la description, et ça, c'est pas bon. Oui, on nous parle aussi des liens en fait dans le pied de page. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le pied de page, il y a beaucoup de sites qui mettent plein de liens ou plein de mots-clés pour gagner de la visibilité. Donc, c'est-à-dire donc, dans la partie footer du site. Et ici, il en ressort en fait que c'est vraiment une pratique à bannir et pourtant, elle est toujours d'actualité. Beaucoup de prestataires en solution web le font encore, ou même des fois en référencement, ils mettent un max de liens dans le pied de page, et ça, il faut vraiment éviter. Ce qui est logique en même temps. Le pied de page, c'est utile avec un certain nombre de liens clés, mais si vous commencez à bourrer le pied de page de liens, ça n'a pas de sens. Ensuite, on nous parle d'autres choses. On nous parle justement de la densité en fait des mots-clés et de la répétition de ceux-ci. Donc, ce qu'ils disent, c'est que il ne faut pas aller au-delà de 2 à 5% de mots-clés identiques au niveau de la répétition. Ça veut dire que si vous avez 100 mots, il faut qu'il y ait au moins, enfin au maximum, 2 fois, voire 5 fois le même mot. Ça veut dire que, je ne sais pas, par exemple, vous rédigez un texte sur peut-être des chaises en plastique. Ça veut dire que si vous mettez chaises en plastique au moins, on va dire, peut-être 6 fois dans une description qui a pas plus de 100 mots, eh bien, vous allez être pénalisé. Donc, il faut éviter la suroptimisation. Comment faire pour éviter la suroptimisation? Eh bien, il faut tout simplement rédiger un texte cohérent. Ça veut dire rédiger un texte normalement tout en gardant à l'idée qu'il faut que le terme soit présent dans la description. Essayez aussi de vous appuyer sur des descriptions, on va dire du type connexe, du style des synonymes qui peuvent représenter la même chose.
mais pas marteler sur le même terme. Voilà. Alors, il y a une remarque aussi que plutôt que d'essayer de marteler sur beaucoup de mots-clés sur une seule page, ce qui est important, c'est de splitter les pages et de se concentrer sur chaque page un mot-clé spécifique. Bon, en e-commerce, le problème est vite réglé puisque chaque produit est différent, donc chaque produit a sa page. Mais quand vous faites un site, il faut éviter les multi-thématiques sur une page et faire plutôt 50 pages différentes. Et puis sur chaque page, vous abordez le sujet. Même si le contenu est un peu plus concis, c'est mieux que d'avoir un gros pavé tout mélangé. Google va moins comprendre le contenu. Donc apparemment, il y a une capture à vous montrer. C'est celle-ci. Donc si vous regardez bien, ça c'est une page qui regroupe en fait X thématiques différentes. Donc les mêmes thématiques, toutes les thématiques sont centralisées sur la même page et du coup Google ne peut pas donner un poids à ces différentes thématiques parce que pour lui c'est tout mis dans la même page, quoi. Donc pour faire cohérent, en fait ici ils auraient dû faire une page pour chacun des sujets, quoi. Bon, ça c'est logique en même temps, hein. Mais tous les systèmes, on va dire, d'aujourd'hui le font de cette manière, quoi. C'est juste si vous faites une page CMS, vous mettez tout dedans, ça évite. Mais en même temps, il faut vraiment avoir la volonté de faire quelque chose comme ça. Ensuite, on nous parle de mettre un maximum de mots-clés dans les balises du type H1, H2, H3, etc. Donc ils appellent ça en fait les requêtes principales, ils disent ça les RP, donc pour requête principale, et RS pour requête secondaire. Donc ici, si vous voyez, on a par exemple un exemple où en fait la personne a mis un maximum de mots-clés déjà dans la description H1, ensuite dans le H2 et puis enfin dans le H3. Je vais peut-être le regarder comme ça. Donc si vous voulez ici, la requête principale qui intéresse la personne, c'est netlinking, matcut, SEO, PageRank et positionnement. Donc vous voyez ici on retrouve par exemple dans le titre netlinking et matcut, donc ces deux termes pour la requête principale. On retrouve encore matcut ici dans la description, enfin dans la balise H2. Donc ce qu'il faut juste retenir là, c'est que finalement ils ont mis un maximum de mots-clés dans les balises du type H1, H2, H3 de la page, mais ils ont aussi su alterner ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis 36 fois le même mot-clé. Ils ont alterné les mots et trouvé aussi des synonymes pour qu'il y ait moins l'impression que ça soit intrusif dans la page. Alors, là on va parler peut-être du bourrage de mots-clés. Voilà l'exemple qu'il ne faut pas faire. Vous voyez une page ici, alors ils se sont donnés en fait avec le mot Corse. Donc partout où il y a le terme en gras, il s'agit du mot Corse. Voilà. Et donc en fait, là ils ont placé 15 fois le même mot sur 3 paragraphes. Et c'est mentionné donc totalement inefficace, voire dangereux. C'est sûr que vous pensez des fois peut-être bien faire, mais trop de mots, trop de fois le même mot, ça tue le référencement. Même moi je l'ai fait, même fois sur ma propre boutique. J'avais mis PrestaShop un petit peu partout dans les descriptions, etc. Le terme était vraiment trop redondant, et bien Google n'avait pas apprécié ça, surtout qu'en plus c'était démultiplié par le nombre des catégories. Très vite vous êtes pénalisé. Donc il faut aller dans le sens de Google en limitant en fait cette diffusion des termes similaires, quoi. C'est ça. Vous pouvez prendre des termes, on va dire, synonymes, mais pas le même terme, quoi. Ou alors justement modérer l'écriture de ce terme.
Ensuite, on nous parle du maillage interne des produits. Donc, ils disent que c'est important que les produits soient liés entre eux. Vous voyez, comme ça, par exemple. Ça nous fait penser en fait à PrestaShop quand ils proposent typiquement les produits accessoires ou produits de la même catégorie. Mais là, je vais y revenir à un point assez important. Ici, ce qui est important, c'est de faire des liens intelligents. Donc, pour faire des liens intelligents, même si vous prenez par exemple les produits dans la même catégorie de PrestaShop, ce n'est pas vraiment des liens intelligents parce que c'est des produits qui sont dans la même catégorie, mais ce n'est pas vraiment des produits qui sont complémentaires. Les produits complémentaires, c'est plus intelligent parce que ça permet au moteur aussi de mieux comprendre les liens qu'il y a entre les produits. Je ne sais pas si vous vendez des frigos par exemple et que vous proposez d'autres liens de frigo dans les produits de la même catégorie, pourquoi pas? Mais on pourrait très bien proposer des accessoires, ça veut dire, je sais pas, des plaques de séparation pour le frigo, etc. Et ça, c'est plus intelligent, déjà, je pense, au niveau du moteur de recherche, mais aussi pour l'acheteur qui vient sur la boutique. Le problème de ça, c'est que bien souvent, les marchands ne veulent pas lier les accessoires eux-mêmes parce qu'ils disent que ça prend trop de temps, etc. Mais je pense que là, il y a un réel intérêt à prendre du temps à le faire manuellement. Donc après, on nous parle encore des liens manuels à faire sur les fiches, enfin sur les fiches produits ou bien sur les pages. Voyons. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir, donc toujours pour le maillage interne, donc ça veut dire des liens qui vont pointer vers d'autres pages de votre site pour qu'il y ait justement une liaison entre elles et pas qu'il n'y ait qu'une page puis qu'il soit isolé puis pas de lien. Si vous voulez faire un maillage interne, il faut le faire de manière intelligente. Donc ici, on a un exemple de ce qui n'est pas intelligent et qu'on voit très souvent sur des sites. C'est par exemple au fond de la page, vous avez tout à coup un bloc de liens avec plein de liens qui renvoient à différentes pages. Et ici, en fait, dans le cas présent, on est sur un site normalement qui était censé, par exemple, présenter, indiquer où il y a des bouchons sur des sites, enfin où il y a des bouchons sur les routes, etc. Et là, on voit en fait, à la fin, ils ont jeté plein de liens du style à ne pas manquer. Il y a Mercedes-Benz, il y a la publicité très sexy qui énerve les téléspectateurs de TF1, des choses rien à voir. Mais ça, c'est juste des liens qui ont été mis soit pour la publicité ou soit pour attirer l'œil, etc. Ça ne sert à rien. Par contre, justement, imaginons on aurait une page sur les embouteillages. Il est plus judicieux d'avoir par exemple un lien interne qui pointe par exemple vers, je sais pas, télécharger l'application pour éviter les embouteillages qui serait disponible sur le site par exemple, mais pas quelque chose qui n'a rien à voir avec la thématique, quoi, comme c'est le cas ici, ou qui est là juste pour générer de la pub, ça c'est vraiment mauvais, quoi. Ensuite, on nous parle d'optimisation en fait de la page, donc au niveau du contenu. Donc là, on a un exemple où ils ont voulu optimiser pour route des vins d'Alsace. Je vous montre juste, peut-être vous allez voir au niveau de la page comment ils ont fait ça. C'est un peu dense, mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Bon, donc il y a toujours la RP, donc la requête principale. Pour eux, c'est route de vin d'Alsace. Et puis en vert et gras, ils ont mis les requêtes secondaires. Donc route et vin d'Alsace, en gros, ils ont mis ça dans le H1. Ils ont mis ça aussi dans le H2. Mais dans le H2, ils ont aussi par exemple mis des termes comme vignoble, dégustation, vin. Ils ont aussi fait par exemple un lien vers par exemple les panoramas. La phrase c'est et offre de saisissants panoramas qui illustrent la richesse et la diversité des terroirs d'Alsace. Et donc ce panorama, ils ont fait un lien par exemple. J'imagine que ça conduit vers
les panoramas sur le paysage d'Alsace ou ce genre de choses. Ensuite, on continue dans les balises H3. On a mis par exemple aussi du vignoble. Donc, le terme c'est les Vosges veillent sur le vignoble alsacien. On a vignoble dans la balise H3. Et puis en fait, ce qui est important, c'est qu'en gros, dans toutes les balises du type H1, HX ou donc H1, H2, H3, etc., on a mis des termes phares, donc des termes mots-clés très importants. On les a aussi mis dans les descriptions. On a fait des liens avec des liens qui englobent des fois un terme donc du style Alsace. On voit par exemple, il y a des liens par exemple sur tradition et patrimoine, exposition au sud-est, complexité géologique des sols, vignerons d'Alsace, et il y a un lien dessus et ça permet de dynamiser la page et augmenter la visibilité, quoi. Et ils ont aussi mis bien sûr en gras aussi certains termes. Par exemple, dans la description, ils ont mis en gras la route des vins d'Alsace. Enfin, route des vins d'Alsace, c'est mis en gras. Tout ça pour dire qu'en fait, là, au niveau du contenu, il y a un effort à faire, c'est-à-dire au niveau des titres, au niveau du texte, donc de trouver des mots-clés et des synonymes, au niveau des liens, ainsi que le texte qui est assigné aux liens, et puis au niveau aussi des mises en gras, de mettre en gras quelques termes intéressants. On nous parle aussi de l'optimisation de la page index du site. Donc sur la page d'accueil, on a le titre au sommet. Et la page d'accueil, des fois, si je prends le cas de PrestaShop, il y a beaucoup de personnes qui oublient de renommer, de mettre un titre et puis une description à la page d'accueil. C'est très important puisque c'est celle-là qui apparaît en fait dans les moteurs de recherche. Donc il ne faut pas que ça soit bienvenu sur le site PrestaShop, hein. Ça, c'est vraiment important. Donc ça se trouve dans CO et URL, aux préférences CO URL dans PrestaShop normalement. Et là, vous pouvez modifier la page index et mettre un titre et une description. Donc si ce n'est pas encore fait, vérifiez. Et assurez-vous que vous l'avez fait aussi pour toutes les langues si vous êtes en multilingue. Voilà. On passe à la suite. Alors, on nous parle de nouveau de l'importance des titres H1, etc. Ce qu'on nous conseille, c'est de se limiter à 12 mots dans le titre. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des titres énormes pour le titre de votre page. Ce qui est important par contre, c'est que le terme le plus important soit toujours à gauche. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que le terme arrive au 20e mot, quoi. Il faut que dans les 3-4 premiers mots, le terme important sorte. Donc c'est pour ça que par exemple, on voit des fois le nom de l'entreprise est toujours mis à la fin de la balise title. Parce que c'est pour éviter que ça appuie trop le nom de l'entreprise et pas forcément le nom du produit. Donc tout ce qui est le plus important, il faut s'assurer pour le mettre à gauche, donc dans les 3 à 5 premiers termes. Il y a une mention aussi qui dit éviter les titres multilingues, mais en même temps ça semble assez logique. Il faut éviter aussi de faire du franco-anglais ou ce genre de choses. Donc assurez-vous de rester dans une seule langue. On nous parle aussi d'une autre méthode assez amusante qui est l'intégration de termes ASCII dans le moteur de recherche. Ça veut dire par exemple d'un coup, vous voyez, on a mis par exemple ici des petites flèches ou des petits logos pour attirer plus l'œil dans le titre. Donc juste avant le début du titre, on met un petit carré, un petit cœur, une petite flèche, etc. pour attirer l'œil. De ce que j'ai vu, bon, ça peut être intéressant pour attirer l'œil, mais c'est pas vraiment une bonne technique à recommander parce que si vous voulez, on sent très bien que c'est une manière de détourner déjà le moteur pour finalement attirer l'œil en priorité plus que pour l'information, quoi. Donc c'est possible, vous pouvez faire ça, ça peut être quelque chose à essayer, mais ici c'est pas forcément ce qui est recommandé de faire. On nous parle aussi de quelque chose qui arrive assez souvent, c'est de ne pas réutiliser la même description, de reprendre en fait le titre dans la description du produit. Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez par exemple
là, je vais prendre un cas tout simple, par exemple le trépied pour iPhone, eh bien, il faut éviter dans la description de répéter trépied pour iPhone et puis faire juste une phrase, voici un trépied pour iPhone. C'est un cas qui arrive souvent dans les marchands où ils vendent beaucoup de pièces, beaucoup de matériel et puis ils ne veulent pas trop se casser la tête à trouver une description. Si vous faites ça, vous serez pénalisé. Le moteur va croire qu'il y a 2 fois le même texte ou le texte a été dupliqué. Donc, essayez vraiment à tout prix de faire chaque fois une description qui soit différente quand même du titre. En tout cas, plus longue et avec des termes différents. Ensuite, on nous parle de la temporalité. Donc, il y a tout un chapitre assez important là-dessus. Moi, ce que j'ai retenu en fait de cette partie temporalité, c'est que si vous avez par exemple un site statique qui présente de l'information qui est durable dans le temps, vous n'avez pas besoin de l'actualiser, on va dire, tous les jours. Ça ne va pas entrer en compte dans les... Je ne sais pas si c'est par exemple une page qui parle d'histoire ou ce genre de choses. C'est un fait. Vous n'allez pas réinventer l'histoire tous les jours. Hein. Une fois que vous avez écrit, ça restera la même chose. Par contre, si on prend le cas par exemple, de boutique e-commerce, si vous avez par exemple une page d'accueil, si vous suivez par exemple les tendances, ça veut dire par exemple là ça va arriver la Saint-Valentin, si vous suivez la Saint-Valentin, si vous actualisez régulièrement la page, etc., Google va prendre en compte ce genre de critères au niveau de l'actualisation. Pas seulement au niveau de savoir combien de fois il va devoir venir regarder votre page avec les robots, etc., pour mieux l'indexer, mais ce critère va entrer en fait dans l'algorithme de Google. Donc ça veut dire le fait que Google s'aperçoit que vous êtes un site d'actualité, enfin que vous êtes étroitement lié à l'actualité, que vous la suivez et que votre contenu évolue en fonction de la période. Voilà. Je vais voir si j'ai encore fait une mention spéciale. Oui, encore une petite mention par rapport au plan du site qu'il est important de se faire spécifier sur la boutique. Donc le plan du site, vous avez un lien dans PrestaShop qui automatiquement génère déjà un plan du site, donc vous n'avez pas besoin de faire une intégration spéciale si vous utilisez PrestaShop. Le plan du site, en gros, il aide à mieux comprendre l'arborescence. En plus, déjà, il y a déjà le sitemap qui est intégré, donc Google a tous les outils nécessaires pour lire correctement votre site. Donc si jamais, regardez si vous avez bien un lien qui pointe vers plan du site sur votre boutique PrestaShop, ça peut toujours aider Google. Voilà. Et on a fait en fait le tour de ce chapitre. Donc à nouveau, du standard, rien de spécial. Peut-être qu'en fait il n'y aura pas de surprise dans ce livre, mais ça permet de faire une petite révision de l'ensemble. Et puis quand on aura tout lu, je vous donnerai mon impression générale sur ce qu'on a regardé ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.